c'est à toi après. Ouais. Bonjour à toutes et tous. Je suis Jean Ryu, je suis une chercheuse américaine et je suis ravie de vous accueillir à cette conférence du printemps de la recherche en éducation. L'enjeu de cette manifestation est de promouvoir la place des des recherches en éducation dans la formation universitaire et professionnelle des enseignants et des personnels d'éducation, que ce soit en formation initiale ou continue. Le thème choisi par le réseau des INSPE pour cette 11e édition est celui de l'articulation recherche-formation-terrain. Des séquences spécifiques seront également proposées sur le thème de l'intelligence artificielle. Je vais aujourd'hui assurer la fonction de modératrice et notre intervenant, Denis Pasco, va faire une présentation de 40 minutes et après, il y aura temps pour faire des questions. En effet, au cours de la conférence, vous allez pouvoir poser des questions en cliquant en bas à droite de votre écran sur l'icône questions. Et je ferai ensuite une synthèse de ces questions pour les poser à la fin de la présentation. J'ai aujourd'hui le plaisir de vous présenter notre intervenant, Denis Pasco, de l'Université Marie et Louis Pasteur, Université de Franche-Comté, Besançon, France. Aujourd'hui, Denis va expliquer comment son groupe s'efforce de combler le fossé entre la recherche en éducation dans les universités et la pratique pédagogique dans les écoles et les universités. Grâce au partenariat recherche pratique ou PRP et à la mise en place des brokers PRP favorisant la communication entre les deux mondes, Denis et son équipe veillent à ce que le génie et l'expertise des praticiens et des chercheurs se conjuguent pour créer une approche totalement innovante. Alors, la conférence de ce jour a pour titre « Partenariat recherche pratique ». L'expérience de la maison universitaire de l'éducation. Alors, merci pour venir et c'est à vous, Denis. Merci, Jean. Merci de prendre de votre temps pour être avec nous sur cette heure. Je voulais commencer en remerciant le réseau des INSPE pour l'invitation et aussi plus particulièrement Nicolas Vibert du RT Éducation CNRS qui a assuré le lien entre notre équipe et puis le réseau. Je vais commencer tout de suite par la maison universitaire de l'éducation qu'on appelle, nous, le diminutif qu'on utilise, c'est l'AMU. Si vous voulez en savoir plus sur cette maison universitaire de l'éducation, je vous ai mis le site internet. Et l'AMU parce que il a fallu qu'on fasse un petit peu notre mue, comme le serpent fait sa mue, dans le travail que l'on fait ensemble. Alors je vais vous parler de ce projet pour commencer. Donc c'est le premier projet à notre connaissance, le premier projet interinstitutionnel en France qui regroupe une université qui comporte 24 000 étudiants et 800 chercheurs, une académie, l'Académie de Besançon, qui est à 200 000 élèves à peu près, et une ville, donc la ville de Besançon, qui nous a rejoints au mois d'octobre dernier. Alors, pourquoi on s'est réunis et pourquoi on a développé ce projet? Le but, c'est de travailler ensemble pour améliorer l'éducation avec une dimension scolaire, mais aussi l'éducation entendue comme l'éducation supérieure, à travers l'engagement dans la recherche. Et notre idée était de dire que les problématiques de l'éducation, qu'elles soient scolaires ou supérieures, sont importantes et que les résoudre chacun de notre côté est un petit peu plus compliqué, alors que essayer de les résoudre ensemble peut nous apporter une force de la complémentarité. En tout cas, c'était notre pari initial. Alors, c'est un projet qui a débuté en 2017, mais qui a eu beaucoup de bas, et je vous expliquerai les difficultés que l'on a rencontrées. Les difficultés sont importantes, puisque quand on fait SAMU, c'est compliqué. Et puis, il y a eu quelques hauts, donc je vais aussi les développer. Parmi les hauts, c'est le financement d'un projet PIA, Programme d'investissement d'avenir, autour du territoire numérique éducatif,
Il y en a une douzaine en France qui ont été financés, donc c'est à l'échelle départementale. C'est un projet qui a commencé en 2022 et qui va se terminer en 2026. Et ce financement PIA nous a permis de tester des choses, d'expérimenter des choses, notamment dans les liens entre recherche et pratique. Alors, la première expérimentation que l'on a menée, c'est la mise en œuvre de ces partenariats. Donc, en partenariat avec le scolaire, puisque le PIA TNE est porté par l'Académie de Besançon et la DSDEN du Doubs, plus particulièrement. Et donc, c'était les toutes premières expériences de la mise en œuvre des partenariats recherche pratique que je vais vous développer pour la suite. Et j'utiliserai un acronyme pour parler de ces partenariats pour éviter de le développer à chaque fois. Je parlerai de PRP. Donc, quand je parlerai de PRP, ça fera référence au partenariat recherche pratique. Et puis, autre caractéristique aussi, c'est que l'AMU est l'unique membre à l'international en France du réseau national des partenariats recherche pratique. Le diminutif, c'est le NERP. C'est un réseau national qui s'est constitué aux États-Unis et aujourd'hui qui comporte plus de 200 membres au niveau du territoire américain. Donc voilà le contexte, c'est la Maison universitaire d'éducation. Maintenant, je vais avancer sur notre histoire. Qu'est-ce qui s'est passé à partir de 2017 et puis qu'est-ce qu'on a essayé. Et pour revenir sur cette histoire, je me suis dit, autant utiliser une histoire. Et l'histoire que je vous propose de mobiliser, c'est celle du loup, du grand méchant loup et des 3 petits cochons. Et donc, je vais les prendre une par une et ma présentation va être bâtie autour de cette histoire. Alors, notre loup, le loup auquel on doit faire face et qui souffle très très fort, c'est l'écart récurrent entre la recherche et la pratique en éducation. Quand on a commencé en 2017, on a identifié des écarts qui étaient substantiels et on a relevé des propos dans chacun des 2 membres qui, comme base de travail, nous donnaient quelques perspectives. Donc, la recherche et la pratique sont nous, en tout cas, l'état que l'on avait dans notre territoire, c'était une séparation importante, avec des propos qu'on pouvait collecter du côté de la pratique qui étaient les chercheurs ne font pas de la recherche qui peut véritablement m'aider. Les chercheurs n'ont aucune expérience de l'enseignement. Certains n'ont jamais été enseignants et aujourd'hui font de la recherche sur les pratiques pédagogiques. Les chercheurs vivent dans leur tour d'ivoire. Et puis on avait aussi des remarques du genre « j'ai pas besoin de lien avec la recherche, moi je suis un praticien réflexif ». Et donc des collègues qui faisaient référence aux travaux de Schoen pour dire si je réfléchis sur ma pratique, ça me suffit à me développer d'un point de vue professionnel. Donc on avait un petit peu cette représentation initiale du côté de la pratique. Du côté de la recherche, on avait aussi des représentations importantes vis-à-vis de la pratique. On avait des choses comme les praticiens, c'est des personnes qui prennent des décisions qui sont basées sur leurs croyances. Ces croyances sont naïves, il faudrait les dépasser. Les praticiens n'évaluent pas rigoureusement ce qu'ils font. Les praticiens devraient mettre en œuvre ce que l'on sait qui marche. Et puis on avait des choses qui allaient jusqu'à ils ont trop de liberté pédagogique et finalement, si on leur donnait des cadres et des bouquins validés, ils mettraient en œuvre ces pédagogies. Donc vous voyez d'où on partait. Et donc le loup, c'est notre loup. Et donc on est parti de ça. L'autre élément sur le loup, c'est que cet écart était renforcé par une culture assez centralisée et descendante des décisions en matière d'éducation. On est évalué à peu près à 10 ans le temps qu'il fallait pour qu'une connaissance produite à l'international commence à éventuellement être connue par les praticiens si on ne fait rien, c'est-à-dire si on ne travaille pas de manière spécifique cette relation. Donc on peut imaginer que si demain un nouveau traitement était inventé, on n'aurait pas envie d'attendre 10 ans avant d'en bénéficier, mais c'est un peu la réalité que l'on a en éducation, d'un écart très important de la diffusion des innovations en recherche ou des productions en recherche. L'autre élément aussi, c'est qu'au niveau national, l'éducation est identifiée comme le premier investissement en France et que les politiques nationales ne se satisfont pas, au regard de cet investissement important, d'être aujourd'hui à la 26e position
dans les classements internationaux. Et donc, du coup, un certain nombre de politiques ont été mises en place pour réduire cet écart. Enfin, une des approches possibles pour améliorer les résultats des élèves, mais il y en a plein d'autres, ce serait de réduire cet écart. Et donc, la réduction de l'écart est progressivement devenue une problématique en termes de politique éducative. Alors, quelques bénéfices qui pouvaient être attendus à réduire l'écart entre recherche et pratique, améliorer les résultats des élèves, par exemple, en mobilisant des pratiques d'enseignement qui peuvent avoir fait leurs preuves dans la littérature scientifique et à partir des études scientifiques. Participer au développement des professionnels des enseignants en leur permettant d'accéder aux connaissances scientifiques et aux innovations les plus récentes. Des questions de promotion d'équité, parce que le fait de mobiliser les stratégies identifiées dans la recherche peut aider à réduire l'écart de réussite entre différentes populations d'élèves qui présentent des difficultés spécifiques. Aussi des bénéfices en termes d'avoir des politiques éducatives qui soient informées par les résultats de la recherche et que les prises de décision soient informées par les résultats de la recherche. Autre bénéfice attendu, améliorer la collaboration et la communication entre les enseignants, les cadres, les chercheurs, les décideurs politiques, avec l'idée qu'ils puissent travailler ensemble pour développer des actions coordonnées. Promouvoir l'innovation en éducation en rapprochant la recherche de la pratique. Développer des changements durables dans le sens où en rapprochant ces deux mondes et en favorisant la communication, on peut avoir des changements qui durent dans le temps. Et puis enfin, rapprocher la recherche de la pratique, c'est aussi identifié comme une possibilité d'améliorer la confiance du public dans le système éducatif, étant basé sur une proximité avec les innovations et les connaissances scientifiques. Alors, je n'ai pas mis tous les bénéfices attendus, j'ai mis les principaux, mais il y en a d'autres, bien sûr. Alors, du coup, à la Maison universelle d'éducation, on a construit notre première maison pour répondre à cette problématique. Bon, notre problématique, c'était, voilà d'où on part, c'est pas gagné, on regarde des représentations initiales et des praticiens vis-à-vis des chercheurs et des chercheurs vis-à-vis des praticiens. Qu'est-ce que l'on peut faire, qu'est-ce que l'on peut tenter pour répondre à cette problématique de rapprocher ces deux univers, ces deux mondes. On a donc construit notre première maison, donc on s'est beaucoup trompé, et on est presque content aujourd'hui de s'être beaucoup trompé, parce qu'on a beaucoup appris de ces erreurs. Et donc je vais vous présenter la toute première erreur que l'on a pu faire. Alors la première erreur, ça a été de dire que pour rapprocher les chercheurs et les praticiens, on va les laisser faire. On va leur proposer de collaborer, mais on va les laisser faire cette collaboration et cette relation entre eux. Alors, ce que l'on a fait, c'est qu'on a, dans le cadre d'une structure fédérative de recherche, financé des projets collaboratifs au niveau local, financements qui ont démarré à peu près en 2016. La structure fédérative a été créée en 2014, mais en 2016, c'est à peu près le moment où on a mis en place ces financements récurrents. Et donc, sur la base de ces projets collaboratifs, on a interviewé des chercheurs et des praticiens qui avaient été impliqués ou qui étaient impliqués dans au moins un projet collaboratif. Et donc, je vais vous expliquer, je vais vous dire ce qu'on en a trouvé dans cette première maison. La première chose qu'on a trouvée, c'est que lorsqu'on laisse faire les praticiens et les chercheurs, le processus de collaboration peut s'opérer dans un sens unique, de la recherche vers la pratique ou de la pratique vers la recherche. Alors, pour donner des exemples un peu caricaturaux, mais ils sont caricaturaux, le sens unique, c'est des chercheurs qui demandent aux praticiens d'ouvrir leur classe pour collecter des données. Donc là, c'est la demande du chercheur qui s'impose aux praticiens. Et puis, à l'inverse, des praticiens qui demandent aux chercheurs d'être des consultants et de venir présenter des résultats de la recherche pendant des journées. Et puis ensuite, il n'y a pas nécessairement de suite à ces présentations. Donc la collaboration s'opérait en sens unique de la recherche vers la pratique ou de la pratique vers la recherche. On a aussi identifié que dans ces projets collaboratifs,
on n'a pas pu identifier de stratégie intentionnelle qui visait à maintenir et à favoriser la collaboration. Voilà. On n'a pas identifié de stratégie pour comment on communique entre différentes réunions, comment on maintient le lien, on n'a pas identifié de stratégie intentionnelle dans ce domaine. On a aussi identifié que ces projets collaboratifs étaient fortement vulnérables à tout changement, et les changements sont importants. Il y a des collègues qui s'en vont, qui mutent dans la pratique ou dans la recherche, ou lorsqu'il y avait des désaccords, les projets pouvaient s'arrêter parce que l'orientation qui était prise n'était pas partagée. Au final, sur les 48 projets qu'on a financés sur une période de 9 ans, avec cette première tentative, il y en a seulement 2 qui ont duré dans le temps. Même un d'entre eux avait commencé avant qu'on arrive. Et donc, on s'est rendu compte que ni les chercheurs ni les praticiens n'étaient respectivement formés à développer des collaborations fructueuses. On a regardé un peu les plans de formation des chercheurs quand ils sont accueillis dans les universités. On n'a pas trouvé de cours ciblés sur comment mener des relations fructueuses avec des praticiens. Et du côté des praticiens, on n'a pas non plus identifié de contenu qui était en lien avec le fait de construire un partenariat fructueux avec des chercheurs. Et donc, un premier essai, cette première maison, elle n'a pas résisté au loup et à l'écart entre recherche et pratique. Et donc, notre première tentative n'a pas été couronnée de succès. En tout cas, pour 2 d'entre eux, oui, mais pour la grande majorité, non, par rapport à l'ambition que l'on avait de systématiser ces liens. Du coup, on a construit sur cette erreur et on a fait une deuxième erreur. Donc, on a construit une seconde maison. Et la seconde maison que l'on a construite, c'est de dire, puisque on a fait des constats lors de la première maison que ça marchait pas bien, qu'ils n'étaient pas formés, etc., essayons de mettre quelqu'un au milieu qui va essayer de les aider. Mais cette personne, on ne l'a pas formée de manière spécifique. Grâce au projet TNE, on a mobilisé un conseiller pédagogique avec pour mission de travailler ce lien entre chercheurs et praticiens, mais encore une fois, sans l'avoir formé de manière spécifique. Alors, qu'est-ce qu'on a comme résultat sur cette... Du coup, c'est une personne, c'est une étude de cas. Qu'est-ce qu'on a identifié comme problème pour cette personne qui était chargée des liens? Le premier problème, c'est que cette personne s'est trouvée au milieu d'enjeux de pouvoir et de dynamiques de pouvoir dans une collaboration entre chercheurs et enseignants, avec chacun des 2 groupes voulant un peu tirer la couverture à soi, c'est-à-dire à orienter le partenariat en fonction des priorités, de ses priorités. Donc on retrouvait un peu les problématiques qu'on avait avec des chercheurs qui voulaient des terrains d'études et des enseignants qui voulaient les connaissances des chercheurs. Et il fallait gérer cette dynamique de pouvoir qui était très compliquée à gérer et qui a posé un certain nombre de problèmes. Deuxième problématique rencontrée par cette personne, c'est le fait de construire la confiance entre chercheurs et enseignants. Comme on l'a vu au début, nous on était sur un terrain où on avait des représentations très marquées et des praticiens vis-à-vis des chercheurs et des chercheurs vis-à-vis des praticiens. Et la confiance n'était pas établie, n'allait pas de soi. Et construire la confiance est quelque chose qui a été très compliqué à faire et qui a posé problème à cette personne dans cette interface. Autre élément, cette personne n'a reçu aucune formation spécifique pour faire ce travail. Voilà, elle a appris en faisant, elle a appris sur le terrain, et ça, c'est extrêmement problématique face à des enjeux qui sont importants. Et au final, sur 4 projets collaboratifs qu'on a lancés dans ce cadre-là, donc avec une personne qui peut faciliter le lien, on en a un seul qui a survécu après une année de travail.
Donc, deuxième tentative, non, pas non plus couronnée de succès. C'est pour ça que je commençais en disant qu'on a eu beaucoup de bas et qu'on essaie de remonter la pente. Et donc, le loup a été plus fort que cette deuxième construction. Et donc, les écarts récurrents entre recherche et pratique ont eu raison de nous aussi sur cette deuxième tentative. Alors là, on avait un peu le moral dans les baskets, pour le dire. Alors, on s'est même posé la question de laisser tomber. Dans l'équipe, il y avait des réflexions du genre peut-être que l'écart entre recherche et pratique en éducation est trop fort. Ouais, ça fait des années que cet écart est là. S'il est récurrent, c'est qu'il y a une raison. Et donc, peut-être qu'on a abordé un sujet trop difficile et qu'on n'y arrivera pas. Certains disaient il n'y a aucune manière de répondre à cette problématique. Reprenons chacun nos activités, les chercheurs dans leur monde, les praticiens dans leur monde, et éventuellement quelques connexions de temps en temps, mais sans que ce soit formalisé. Donc on était vraiment, c'était difficile ce moment-là à passer. Et la stratégie qu'on a adoptée, c'est d'essayer de se dire, il y a peut-être des gens à l'international qui ont aussi ces problèmes, qui ont peut-être des idées à nous proposer. Et donc, on s'est rendu en 2019 à Toronto, dans une conférence de l'Association américaine de recherche en éducation, avec cette idée de chercher des idées et de voir si on pouvait trouver des possibilités de le dépasser. Et on a rencontré, donc le monsieur qui apparaît à la photo s'appelle William Penuel. Il est professeur à l'Université de Colorado à Boulder. Et on a rencontré William Penuel qui avait écrit en 2017 un ouvrage autour des partenariats recherche-pratique et qui partageait son expérience de ces partenariats. Et on s'est dit, voilà, peut-être un outil qui pourrait nous aider. Le problème, c'est que la crise Covid nous a frappé tout le monde. Et en clair, 2020-2021 ont été deux années blanches. Et on a repris ce travail en 2022. Ça tombait bien parce que le PIA pouvait nous accompagner dans nos actions, avec l'idée en 2022 de commencer à explorer donc cette modalité prometteuse, enfin qu'on nous présentait comme prometteuse, de collaboration entre chercheurs et praticiens, donc les partenariats recherche-pratique PRP. Donc à la suite, je vais vous présenter ce que sont ces partenariats, quels sont leurs fondements, et ensuite je vais vous les illustrer avec ce qu'on a mis en place. Alors la définition que vous trouverez des partenariats recherche-pratique, alors c'est un domaine émergent, donc il y a eu une définition initiale, et puis aujourd'hui il y a une définition qui est assez consensuelle, qui commence à être consensuelle, qui a été proposée par Kathleen Farrell et ses collègues en 2021. Et les partenariats sont définis comme une collaboration à long terme, donc qui vise à améliorer l'éducation par l'engagement dans la recherche. Ces partenariats sont intentionnellement organisés pour relier diverses formes d'expertise et modifier les relations de pouvoir dans la découverte scientifique, afin de garantir que tous les partenaires ont leur mot à dire dans le travail commun. Donc je vais reprendre quelques caractéristiques saillantes de cette définition qui est proposée par les collègues pour vous les développer et puis peut-être vous expliquer ce que les partenariats permettaient, les PRP permettaient qu'on n'arrivait pas à avoir avant. Alors, première caractéristique, ce sont des collaborations à long terme. Et l'engagement dans le long terme, il peut nous apporter potentiellement plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est que quand on s'engage à collaborer avec des praticiens, nous chercheurs, ou quand des praticiens s'engagent à collaborer avec des chercheurs sur la base d'un engagement à long terme, donc non défini. Aujourd'hui, le partenariat le plus ancien aux États-Unis, c'est un consortium à Chicago qui a été créé en 1996 de mémoire. Donc, il va fêter ses 50 ans aujourd'hui. Et donc, le premier élément, c'est que le long terme, ça permet de construire la confiance. Et cette confiance, aujourd'hui, on se rend compte qu'elle est
qu'elle est très importante, notamment pour gérer les difficultés, parce que s'engager dans un partenariat, c'est comme s'engager dans un voyage. Et au long du voyage, il y a toujours des dos d'âne sur la route, et donc il y a des difficultés qui sont rencontrées. Et le fait d'être sur le long terme et d'avoir le temps de construire la confiance nous aide à gérer ces difficultés, qu'on avait beaucoup plus de mal à gérer lorsque on n'était pas sur un engagement à long terme. Le long terme, ça nous permet aussi de gérer les dynamiques de pouvoir que l'on a rencontrées dans notre seconde maison, la maison en bois, avec l'idée que la recherche qui se fait dans les partenariats est une recherche qui se fait avec et pour les praticiens. Et donc, du coup, on arrive à établir, finalement, on passe dans ces PRP d'une logique verticale à une logique horizontale. Alors, verticale qui peut être les praticiens en haut, les chercheurs en bas, ou les chercheurs en haut, les praticiens en bas. Et les dynamiques de pouvoir sur lesquelles on travaille nous amènent à construire plutôt des relations horizontales. En tout cas, c'est notre volonté. Le long terme, ça nous a permis de nous attaquer à des problèmes difficiles, des problèmes récurrents de la pratique, des choses qui sont vraiment des choses difficiles que les praticiens rencontrent dans leur pratique. Et donc, le fait de ne pas se dire on collabore 6 mois ou 1 an et puis ensuite c'est fini, de pouvoir ne pas donner de limite à cette collaboration, ça nous a permis de nous attaquer à des problèmes difficiles. Ça nous a aussi permis d'explorer les problèmes en profondeur et de les creuser avec différentes études pour véritablement aller les investir en profondeur. Et puis le long terme, ça nous a permis de garder une mémoire de travail, du travail qui était fait ensemble. Et l'une des grandes difficultés que l'on rencontre, et que l'on rencontre toujours, c'est le turnover, donc le changement, que ce soit du côté de l'université, des chercheurs ou du côté des praticiens. Et le fait de pouvoir être sur le long terme, ça nous aide à garder cette mémoire de travail et ça facilite la gestion qui est inévitable des changements que le partenariat va rencontrer au cours de cette aventure ensemble. Alors, autre caractéristique, c'est intentionnellement organisé. Ça veut dire que les règles de l'engagement dans le partenariat sont formalisées. C'est-à-dire que et chercheurs et praticiens s'engagent sur des règles de fonctionnement qu'ils décident ensemble, notamment quel va être le rôle de chaque partenaire. On s'est aperçu que quand on ne faisait pas ça, au bout d'un moment, il arrivait un moment donné où les gens disaient « mais non, mais c'est pas à moi de faire ça », d'autres disaient « ben non, c'est pas à moi de faire ça », et qu'on ne l'avait pas formalisé en amont, c'était compliqué par la suite. Donc maintenant, on les formalise, on formalise cet engagement. L'autre caractéristique, ça relie différentes formes d'expertise. Ça veut dire que dans un partenariat, la contribution des praticiens et des chercheurs pour répondre aux problèmes de la pratique identifiée, elle est reconnue. Alors ça, c'était pas gagné dès le début parce que, comme je vous l'ai dit au début, on a des praticiens qui disaient « mais ces chercheurs peuvent rien nous apporter, ils sont dans leur tour d'ivoire, ils font pas de recherche utile, ils n'ont jamais été enseignants ». Donc on partait d'une base représentation compliquée. Et de l'autre côté, des chercheurs qui niaient l'expérience des enseignants, qui les limitaient à des croyances qu'il fallait dépasser. Et donc le fait qu'on reconnaisse la contribution des praticiens et des chercheurs à égalité pour répondre aux problèmes de la pratique, c'était déjà une avancée significative par rapport à notre contexte. Et puis enfin, le travail sur le long terme aussi, les PRP, ça nous permet de modifier les relations de pouvoir, de manière à ce que tous les partenaires aient leur mot à dire à égalité dans le travail commun. Ça veut dire que dans les PRP, on prend des décisions ensemble, que ce soit sur tout type de décision, sur la manière dont les recherches vont être conduites, sur la valorisation des résultats, par exemple. Ces décisions sont prises ensemble et sont verbalisées clairement auprès des partenaires. Alors du coup, aujourd'hui, on construit notre 3e maison. Et donc, notre 3e maison, c'est la mise en œuvre de ces PRP en éducation. Et donc, je vais vous parler de quelques premières expériences, parce qu'on en est à nos premières. On a commencé en 2022, vous voyez, on est en 2025, c'est un temps assez court. Pour un empan temporel long terme, on n'y est pas encore, mais en tout cas, on a des premières expériences avec une problématique, une illustration d'un PRP qui s'est créé, le premier PRP qui s'est créé. C'est créé à partir d'une problématique qui était identifiée par les praticiens.
Alors les praticiens nous disaient, les élèves n'aiment pas écrire, ne veulent plus écrire. Pourtant, l'écriture, ça occupe toujours du temps, un temps important pour les élèves à l'école. Ils nous disaient, on n'a pas assez de temps à lui consacrer durant la journée d'école. On a des élèves qui sont très lents et qui rencontrent trop de difficultés. On a des élèves en grande difficulté avec l'écriture. Et quand on interrogeait dans les praticiens, il y avait aussi, bien sûr, praticiens, pas que des enseignants, il y avait aussi des cadres. Ils nous disaient, par exemple, un rapport de l'IGSR en 2023 qui identifie une présence inégale dans les écoles du travail d'écriture. Et puis récemment, à titre d'anecdote, si vous allez voir l'entretien du Premier ministre le 21 janvier 2025 sur LCI, il disait « Le plus urgent de tout, il faut que l'on parte à la reconquête de l'écrit ». Donc il y avait une sorte de faisceau autour des praticiens sur l'idée de s'attacher à ce problème du geste d'écriture, de l'écriture manuscrite des élèves. Et cette préoccupation a rencontré des problématiques de chercheurs ici, dans notre équipe, avec des chercheurs qui disaient, oui, là, ça fait écho à ce qu'on voit dans la littérature. On voit que l'écriture, c'est une tâche complexe. On voit que l'écriture, ça impacte les capacités de lecture, pas simplement les capacités d'écriture, mais aussi de lecture. Que l'acte mécanique d'écrire, ça active des régions du cerveau qui sont associées à la lecture. Et qu'au final, l'écriture joue un rôle significatif dans la réussite scolaire des élèves. Et donc, on avait ce qu'on appelle chez nous, on avait un match, on avait une rencontre possible entre praticiens et chercheurs, mais on ne voulait pas faire la première erreur qui était de les laisser se débrouiller seuls, et on ne voulait pas non plus faire la deuxième erreur qui était de mettre une personne sans formation à essayer de nourrir leur relation et de faire l'interface. Et donc, comme on avait un match, on s'est dit, voilà, il y a une demande de la pratique qui rencontre un intérêt de la recherche. Créons ce premier partenariat recherche-pratique qui donc visait à améliorer, et qui vise, ce qui existe toujours, à améliorer l'écriture des élèves en utilisant la technologie. Donc grâce au soutien du TNE, Territoire numérique éducatif, on a pu avoir des moyens. Et on a identifié une application numérique qui s'appelle Dynamilis, qui a été développée à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, dans le laboratoire de Pierre Dillembourg, et qui a été développée par un doctorant qui s'appelle Thibaut Hasselborn. Et cette application nous intéressait parce qu'elle avait déjà fait la preuve de son efficacité par des publications scientifiques dans des revues de référence du domaine. Donc ça, c'était important pour nous. Et puis pour pas donc renouveler l'erreur du début, on a mis un ingénieur broker en partenariat recherche pratique. Et je vous développerai par la suite quelles sont les compétences de cette personne et quel est ce métier. Je vais justement, je vous les développe tout de suite, ça tombe bien. Qu'est-ce qu'un ingénieur en PRP en éducation? Donc là, c'est notre partenariat avec le NERP dont je parlais tout à l'heure, qui a formalisé un petit peu ce nouveau métier. Un ingénieur broker en PRP, c'est quelqu'un qui travaille à l'intersection entre le monde de la recherche et le monde de la pratique, au sein de partenariats recherche-pratique, en aidant les praticiens et les chercheurs à faire plein de choses. La première chose, ça peut aider à se connecter. C'est-à-dire qu'il peut identifier des problématiques de la pratique, il peut identifier des laboratoires ou des chercheurs, et il peut amener les gens à se connecter et faire des matchs entre praticiens et chercheurs qui ont des intérêts communs. Un ingénieur broker, c'est quelqu'un qui aide les praticiens et les chercheurs à établir les règles de leur partenariat. Je rappelle, les partenariats, c'est intentionnellement organisé. Donc ça aide les praticiens à établir les règles. Ça aide à définir le rôle de chacun dans le partenariat, combien de temps on y met, qu'est-ce qu'on est prêt à faire au service du partenariat et quel engagement on peut garantir au partenariat. Ça aide les praticiens et les chercheurs à communiquer entre les différentes réunions, voir ce que chacun fait. Et puis, ça aide les praticiens et les chercheurs à évaluer la santé de leur partenariat au bénéfice, d'une part, de l'utilisation et de la production de la recherche en éducation à l'international, qui permet de favoriser la réussite des élèves et des étudiants. Donc, en collaboration avec le NERP, et puis on a sollicité nos collègues de l'UQAM
qui étaient aussi intéressés. On a conçu la première formation d'ingénieur broker en PRP en langue française. C'est une formation aujourd'hui qui fait 150 heures et depuis janvier dernier, elle se dispense sous la forme d'un diplôme d'université d'ingénieur broker en PRP en éducation. On forme des ingénieurs brokers en éducation pour le scolaire, mais aussi pour l'enseignement supérieur. Je reviens sur le PRP Dynamilis pour vous donner les résultats d'une première étude qu'on a menée ensemble avec les praticiens. Et cette première étude, elle visait à évaluer les gestes d'écriture d'élèves de cycle 2, savoir avoir un diagnostic un petit peu de où on en était au niveau du département. Et on a croisé ça avec des questions de genre et de statut économique qui étaient des facteurs identifiés dans la littérature qui avaient un impact sur ce geste d'écriture des élèves. Alors, des élèves de cycle 2 ont passé un test d'écriture sur l'application Dynamilis. L'intérêt du partenariat, c'est qu'on a pu embarquer pas mal de collègues praticiens et qu'on a pu avoir 1796 élèves de cycle 2 qui ont pu passer cette évaluation. Alors, je vous montre rapidement comment fonctionne Dynamilis. Donc, on rentre le nom d'un élève. Ici, c'est Lucas. On rentre son âge. Et puis ensuite, on arrive sur deux volets. Un volet analyse qui permet d'analyser son geste d'écriture. Et une fois l'analyse réalisée, l'application propose un ensemble d'activités pour remédier aux difficultés qui ont été identifiées. Alors, l'analyse, l'enfant va commencer par dessiner une tête de chat. Je vous le fais rapidement parce que sinon ça serait un petit peu long. Et puis, recopier la phrase pour avoir un score. Pour avoir un score qui est calculé, je vais aller au score. Voilà, donc son score est de 63 sur 100. Et donc, l'application lui donne un score global, mesure différentes dimensions, identifie les points à améliorer et recommande des activités. J'illustrerai après une activité dans l'application. Donc, voilà ce que les élèves ont fait. Ils ont complété cette évaluation. Donc, Dynamilis évalue 4 ensembles de composants du geste d'écriture, des composants statiques, qui feront référence aux caractéristiques géométriques du texte écrit, des composants cinématiques, la dynamique de l'écriture, des composants qu'on a eu beaucoup de difficultés à apprécier sans l'application, c'est des composants liés à la pression du stylet sur la surface de la tablette, ça c'est ce qui peut impacter le geste d'écriture, et puis des composants liés à l'inclinaison du stylet, qui sont liés à la caractéristique donc, de l'inclinaison de ce stylet. Alors, les résultats de cette étude, c'est que les filles surpassent les garçons sur le score global. Ça, on le savait dans la littérature. Ce qu'on savait moins, c'était quels étaient les composants qui donnaient l'avantage aux filles. Ce sont des composants cinématiques qui donnent cet avantage aux filles par rapport aux garçons. Concernant les milieux sociaux et l'indice de position sociale, les différences se font sur les dimensions cinématiques et de pression. Et puis, enfin, les élèves du groupe le moins performant proviennent d'écoles dont les IPS sont les plus faibles. Voilà 3 grands résultats du travail de cette première étude. Alors ensuite, une fois que l'élève a analysé son geste d'écriture, il y a une recommandation d'activité. Là, on lui recommande par exemple l'activité hélicoptère. Donc, on peut savoir de quoi cette activité est faite. Et puis ensuite, les activités recommandées, il y a une étoile qui apparaît. Donc, il choisit l'activité. Et puis, il va aller réaliser. Donc là, c'est une activité sur la pression. Il va faire monter ou descendre un hélicoptère en appuyant plus ou moins fort sur la tablette. Et puis, il passe comme ça un certain nombre de niveaux. Donc, c'est sous forme de jeu. Et il avance dans les différents niveaux pour progresser. Ça devient de plus en plus complexe. Donc, on construit notre troisième maison. Quels bénéfices aujourd'hui on peut identifier à nos PRP? Premier bénéfice du côté de la pratique, c'est que ça cible des problèmes récurrents de la pratique, des choses qui sont difficiles, avec lesquelles les praticiens sont en difficulté depuis longtemps. On vise ensemble à améliorer les apprentissages des élèves et leur réussite. La recherche est faite pour moi, donc la recherche est faite pour répondre aux problèmes de la pratique. Les praticiens accèdent aux résultats des études avant leur publication,
Donc ça permet d'avoir un impact sur les politiques publiques locales, puisqu'on informe, quand on dit les praticiens, c'est on informe l'ensemble du rectorat des résultats, et ensuite le rectorat peut décider d'impacter et de développer des politiques locales en fonction des résultats. Ça impacte le développement professionnel des enseignants. Ils apprennent beaucoup au contact de la recherche. On voit aussi que ça améliore la satisfaction. Ils se sentent reconnus. Ils ont envie de continuer ces collaborations. Ils identifient qu'ils ont leur mot à dire dans le travail commun et que leur expertise est reconnue. Du côté des chercheurs, on a des chercheurs aujourd'hui qui nous disent, mais bien sûr, qu'est-ce qui mérite les praticiens? C'est les meilleures évidences, c'est les meilleures innovations, c'est les innovations les plus récentes. Donc il faut pouvoir leur permettre d'accéder aux innovations et aux connaissances les plus récentes et pas attendre 10 ans, c'est le plus vite possible. Ça permet pour les chercheurs d'accéder à des collectes de données à large échelle, parce que du coup on construit des collectifs de praticiens et ensuite on démarre les recherches à partir d'un collectif important, puisque c'est des problématiques qui concernent les praticiens. Ça leur permet de tester ce qui marche, mais pas simplement en général dans le contexte spécifique des classes. Ça participe de leur développement professionnel, parce que les chercheurs au contact des praticiens, ils apprennent beaucoup. Leur expertise est aussi reconnue. Ils sont plus considérés dans leur tour d'ivoire, ils sont plus considérés comme ne servant à rien pour les praticiens. Leur expertise est reconnue. Leur recherche, ils la considèrent comme utile, et leur recherche a un impact direct. Voilà, donc ça, voilà quelques bénéfices que l'on identifie. Alors, conclusion, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On a 10 PRP qui ont été constitués dans le cadre du PIA-TNE. Ça représente plus de 350 praticiens impliqués, plus de 30 chercheurs impliqués, et on a 5 ingénieurs brokers qui participent à cette relation. Si vous voulez en savoir plus, vous pourrez utiliser l'adresse, la TNE25, où ces PRP sont présentés et développés. On a des PRP dans différents domaines. Du coup, on est en sécurité à ce stade par rapport à notre loup, mais le loup est toujours dans les parages et dans cette histoire de PRP, ce n'est jamais gagné. Voilà. Donc il souffle, mais pour l'instant, on résiste. Merci, j'avais prévu 40 minutes et donc je m'arrête là. Merci de votre attention. Si vous voulez en savoir plus, communication@bylamu.fr, vous nous écrivez, on sera ravis d'échanger avec vous, de vous présenter ce que vous voulez, d'avoir des brokers qui parlent de leur expérience. Voilà. Merci et je suis disponible pour des questions. Incroyable. Merci Denis pour cette présentation super intéressante. Et merci à tous pour assister à ce webinaire aujourd'hui. Maintenant, nous avons temps pour les questions et vous pouvez poser les questions en cliquant en bas à droite de votre écran sur l'icône questions. Et alors, on va commencer. On a quelques questions déjà. On va commencer avec cette question. Comment les chercheurs et praticiens sont mis en relation? Est-ce qu'il y a des appels à projets ou est-ce que les relations se font dans le cadre du réseau des chercheurs, du chercheur par exemple, ou est-ce qu'il y a des autres moyens pour connecter? Alors, merci pour la question. Elle est très intéressante. Alors, quand on a réfléchi à cette question, on a créé ce qu'on appelle le bureau des brokers, puisqu'on a formé des brokers. On a créé le bureau des brokers. Et donc, le bureau des brokers, c'est un broker qui a exercé dans différents PRP, qui reçoit les demandes. Alors, on a la chance d'être connu sur notre territoire, la Maison universitaire de l'éducation, et donc d'avoir l'email que je vous ai donné, communication@bylamu. C'est là que nous arrivent les demandes des praticiens. Alors, ils peuvent nous voir quelquefois dans différents événements sur le territoire, etc. Et lorsqu'ils souhaitent être en contact avec des chercheurs, ils écrivent à Communication bylamu en disant « On est une équipe d'enseignants, on travaille là-dessus, on aimerait bien être en relation avec des chercheurs. » Et là, la personne qui reçoit le bureau des brokers, la personne qui gère le bureau des brokers, identifie un broker, on a chacun notre domaine de spécialité avec des choses que l'on a pu faire, etc. Et envoie le message au broker en disant voilà, j'ai une demande de ce collège avec des enseignants qui travaillent là-dessus. Voudrais-tu les rencontrer pour une première réunion pour discuter avec eux? La rencontre avec les chercheurs, elle se fait pas tout de suite
loin de là. Ça peut prendre du temps. Et donc, c'est pour ça que le broker travaille d'abord avec les praticiens sur qu'est-ce que vous voulez faire et surtout accompagne les praticiens de cette demande initiale qui quelquefois peut être très large jusqu'à quelque chose qui peut s'apparenter à une question qui peut être travaillée par des chercheurs. Et ça, c'est le broker qui fait ça sous forme de différentes réunions avec une méthodologie d'accompagnement de la demande initiale jusqu'à la question de recherche. Et lorsque la question de recherche est identifiée, c'est aussi le broker qui va identifier le ou les chercheurs qui pourraient être intéressés. Donc le broker fait une réunion avec les chercheurs, identifie les chercheurs qui pourraient être intéressés par cette problématique, les contacte, fait une réunion avec eux avant de faire la toute première réunion du PRP, qui est la première réunion du partenariat entre chercheurs et praticiens. Donc voilà comment ça se passe dans notre contexte. Mais encore une fois, on a sans doute de la chance. On a de la chance. Alors nous, l'AMU, on a une newsletter mensuelle donc, que tout le monde dans notre territoire reçoit. Donc les collègues sont informés de ce que l'on fait et peuvent contacter ce bureau des brokers pour être accompagnés. Toutes les demandes qui sont faites par les praticiens sont traitées, mais toutes les demandes faites par les praticiens ne conduisent pas nécessairement à la création de PRP. Des fois, le broker leur apporte des informations issues de la recherche et il faut du temps avant qu'il y ait une maturation pour passer de la problématique professionnelle à quelque chose qui peut devenir intéressant ou en lien avec des chercheurs. Merci, Denis. Il y a une autre question très, très intéressante et c'est l'éducation dans la recherche ou la recherche dans l'éducation. Comment placer le curseur? Alors si je comprends bien la question, je vais la reformuler parce que l'éducation dans la recherche ou la recherche dans l'éducation, c'est ça? Oui, c'est un peu poulet au poule avant l'œuf, l'œuf avant poule peut-être. Ok. Alors je dirais que nous, enfin en tout cas de là où on est parti, on pouvait avoir cette situation initialement. Aujourd'hui, je dirais que la méthodologie qu'on a mise en place, les brokers que l'on a formés, font que dès le début, c'est l'un et l'autre. C'est-à-dire que la pratique se nourrit de la recherche et la recherche se nourrit de la pratique. Et que du coup, est-ce que j'ai un exemple à vous donner par exemple, dans le développement professionnel des praticiens qui participent à nos PRP, ils peuvent nous dire souvent, j'imaginais pas les contraintes ou les difficultés que les chercheurs pouvaient avoir en termes de méthodologie et dans quel cadre ils devaient fonctionner pour pouvoir avoir et créer des connaissances qui puissent être transférables, généralisables. Et donc, ils sont souvent surpris de découvrir la méthodologie de la recherche et les contraintes qu'on a à mettre en œuvre pour pouvoir avoir des résultats tangibles. Et de l'autre côté, je dirais que les chercheurs apprennent énormément des praticiens, en particulier lorsqu'on trouve des résultats et qu'une fois que les résultats sont trouvés, les praticiens souvent nous aident beaucoup à donner des lignes de discussion à ces résultats. Ça pourrait être lié à ça, voilà les problèmes que j'ai pu rencontrer, etc. Et une fois qu'on a des premiers résultats, ça ouvre vers d'autres études. Tiens, on pourrait du coup aller investir ça ou investir ça. Je ne sais pas si je réponds correctement à la question, mais je dirais que les deux sont travaillés en même temps dans notre système et dans notre modèle. Moi, j'aime bien cette réponse parce que je pense que c'est vraiment cette idée de nourrir, non? C'est une relation mutuelle et vraiment ensemble. On ne peut pas mettre un avant l'autre ou comment cette personne a demandé placer le curseur sur une avant l'autre, non? Alors, je pense que c'est très intéressant. Une autre question. En quoi les PRP sont-ils différents ou similaires aux autres collaborations? Et pourquoi avez-vous choisi cette modalité plutôt que d'autres? Alors, effectivement, il y a
plein de modalités différentes pour collaborer avec des chercheurs. On va dire que nous, dans notre contexte, je vais vous décrire, mais bon, chaque contexte est différent, mais je vais vous découvrir peut-être un petit peu les deux modèles que l'on avait dans notre contexte quand on a démarré. Le premier modèle, c'était des praticiens, souvent des cadres, par exemple le PARDI ou le CARDI, qui contactaient un chercheur de notre équipe ou d'équipe de laboratoire pour le solliciter pour une intervention et pour présenter au cours d'une conférence un état des connaissances sur telle ou telle thématique en lien avec ces problématiques de recherche. Et puis, donc ça c'était une modalité que l'on avait, que l'on identifiait. Puis une autre modalité que l'on avait, c'était des chercheurs qui, par leur réseau, identifiaient des enseignants intéressés par leurs problématiques et puis demandaient aux enseignants de déployer une expérimentation. Les enseignants mettaient en œuvre une expérimentation. Alors quelquefois ça se faisait en lien avec les cadres de l'éducation nationale, quelquefois ça se faisait en contournement des cadres de l'éducation nationale, pour leur permettre de recueillir des données. Ils allaient sur le terrain, ils recueillaient des données, et puis ils restituaient les résultats qu'ils avaient trouvés aux praticiens. Et ensuite, voilà. Et puis une troisième modalité que l'on avait, c'était des enseignants, des chercheurs qui, eux, faisaient la moitié du chemin pour se rapprocher. Si je dis aujourd'hui... moi, je suis dans le Doubs maintenant, donc j'aime bien les rivières. Hein, et le Doubs, ça a une berge et puis une autre berge, puis quelquefois, il y a des ponts. Donc, imaginez que vous avez la berge des praticiens, la berge des chercheurs, et puis quelquefois, il y a des ponts. Et là, les chercheurs empruntaient le pont, ils faisaient la moitié du chemin et disaient aux praticiens, venez donc collaborer avec nous. Et ils faisaient ce qu'on appelle de la recherche collaborative. Voilà, ils faisaient une partie du chemin, ils se rapprochaient des praticiens pour collaborer avec eux. Alors, ces trois modèles étaient insatisfaisants pour nous pour plusieurs raisons. Alors, le premier modèle était un modèle plutôt de prestation de services bon, ça les chercheurs peuvent faire. Voilà, chacun le fait comme il veut, mais ne permet pas d'aller plus loin parce qu'une fois l'intervention faite, il n'y avait pas nécessairement de continuité après. La deuxième modalité, les chercheurs allaient dans les classes, collectaient les données. Au mieux, les enseignants étaient informés des résultats, mais il n'y avait pas nécessairement de collaboration non plus à long terme. Et le troisième modèle nous posait problème parce que les publications qui étaient produites dans le cadre de la recherche collaborative qui était faite chez nous n'étaient pas visibles à l'international. Elles n'étaient pas publiées dans des revues à l'international. Et je vous rappelle que, enfin en tout cas, nous, le modèle que l'on voulait tenir, on veut tenir les deux berges, c'est-à-dire fournir aux enseignants les meilleures évidences issues de la recherche, mais permettre aux chercheurs de produire ces meilleures évidences. Or, quand les chercheurs font la moitié du chemin, ils abandonnent leur berge, et quand ils abandonnent leur berge, ils passent beaucoup de temps dans la collaboration, et ce temps, ils ne l'ont plus pour écrire des manuscrits, écrire des articles, parce qu'accéder dans des revues sélectives, c'est très compliqué, ça demande beaucoup de travail. Et donc, le modèle PRP, on l'a choisi parce qu'il tenait les deux bouts. Il tient le bout apporter les meilleures évidences, et il tient le bout produire des connaissances visibles à l'international, mais pour le tenir, on est obligé de mettre un broker entre les deux, on est obligé de mettre une interface entre les deux. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a créé ce modèle. Comme ça, on alimente à la fois la dynamique des laboratoires, qui est une question de visibilité aussi. Les laboratoires sont évalués, donc si les chercheurs ne publient pas, c'est un problème pour les laboratoires. Et en même temps, on rend accessible aux praticiens les meilleures connaissances de ces chercheurs grâce à cette fonction d'interface. Merci. Une autre question. Est-ce que ces projets aboutissent à la coécriture de ressources par chercheurs et enseignants? Alors, on est en chemin pour le faire. Dans notre collaboration avec le NERP, si vous allez sur la revue qui s'appelle NERP Extra, vous verrez qu'on a écrit un article, praticien-chercheur, sur Dynamilis et l'expérimentation Dynamilis. Est-ce qu'on a fait de la coécriture à ce stade? Pas encore.
on a plutôt mobilisé les compétences des chercheurs pour écrire des papiers. En plus, là, c'était un article en anglais, mais on a associé les praticiens. Mais notre trajectoire est bien, effectivement, d'aller de tenir la publication dans les meilleures revues au service de praticiens qui bénéficient de ces connaissances et de faire des publications interfaces, qui sont des écritures communes. Mais aujourd'hui, on n'en est pas encore là. C'est la trajectoire vers laquelle on va, mais il va nous falloir encore un peu de temps avant d'arriver à une véritable coécriture sur les partenariats recherche pratique. Très bien, très bien. Et quelles sont les caractéristiques ou attitudes clés d'un chercheur ou d'un praticien qui travaille avec succès dans les PRP, à ton avis? Oui, alors elle est très importante, cette question. Effectivement, tous les chercheurs et tous les praticiens ne sont pas équipés pour s'engager dans des PRP. Et lorsqu'on identifie des chercheurs, on identifie des chercheurs à partir d'un ensemble de caractéristiques. Nos brokers font ce qu'on appelle des fiches de chercheurs. Donc, ils identifient des chercheurs, ils font des fiches. Et on a un certain nombre d'indicateurs que l'on repère chez les chercheurs qui nous donnent des pronostics de réussite du partenariat. Et puis, il y a des chercheurs qui peuvent être en dehors du spectre parce que ça va être compliqué, ce travail d'enjeu de pouvoir, pour plein de raisons. Et puis de l'autre côté, de la même manière, il y a des praticiens qui sont équipés pour travailler avec les chercheurs, et d'autres, c'est plus difficile. Je dirais que ça tient vraiment aux représentations initiales de l'un et de l'autre. C'est-à-dire, si vous êtes un praticien, si vous vous dites la recherche, ça va pas nous apporter grand-chose, enfin tout ce que j'ai pu citer au début, je pense que vous engager dans un partenariat va être compliqué. Par contre, si vous êtes curieux d'aller voir ce que les chercheurs font, si vous êtes avide de développement professionnel par ce lien avec la recherche, donc preuve de curiosité, si vous êtes intéressé par ce lien humain avec les chercheurs et à sortir de votre monde, vous allez vous régaler. Mais si votre monde aujourd'hui vous satisfait, que la pratique ça vous nourrit, que vous voulez rester là-dedans, je pense qu'aller dans un partenariat, vous allez perdre votre temps, perdre votre énergie, et c'est peut-être pas la meilleure manière de faire. Donc du coup, quand on recrute, on a des critères pour recruter nos brokers. On a 4 critères. Un critère d'intérêt pour le lien avec la recherche, donc des personnes qui identifient que rapprocher ces mondes, ça a un intérêt. Un critère de curiosité, être curieux de découvrir, être curieux d'en apprendre plus, être curieux de développer ses connaissances. Un critère d'intérêt pour ce lien entre les humains, parce que c'est un métier du social, hein. Il faut faire matcher des contraires et des gens qui n'ont pas nécessairement et n'auraient pas eu des matchs. Et puis le dernier critère qui ne me revient pas, mais qui me reviendra peut-être. Il y en a un quatrième que j'oublie, mais les 3 principaux sont là. Très bien, merci. Et une dernière question avant de finir. Combien de brokers avez-vous formés à ce jour et quels sont leurs profils? La création d'autres maisons universitaires de l'éducation est-elle envisageable? Pardon. Alors, on a formé 5 premiers brokers en 2024, 2 brokers pour le scolaire et 3 brokers pour le supérieur. Et là, la promo de cette année est une promo de 6 brokers. On forme là pour cette promo que du scolaire. On a 2 chefs d'établissement, une conseillère pédagogique, un cadre de l'éducation nationale. Je dis des bêtises. Sur les 6, on en a une du SUP. On a une formatrice en INSPE et une professeure des écoles en établissement. Et en fait, le choix qui a été fait, c'est de former un broker dans chacun des réseaux d'éducation, puisque le département est organisé en réseau, de former un broker dans chacun des réseaux pour qu'il puisse travailler de manière spécifique le lien entre recherche et pratique.
Donc 5 et 6, ça fera 11. Et on a créé France Broker, qui est la communauté de pratique des brokers. Donc une fois que les brokers sont formés, on ne les laisse pas se débrouiller. On anime une communauté de pratique. On se voit tous les mois pour parler de ce travail de brokering que l'on fait, de nos expériences, etc. Donc, bon, merci beaucoup. Et la MU, ah oui. voilà. Et la MU, oui, c'est possible. Écrivez à communication@bylamu et on peut échanger si vous êtes intéressé pour déployer ce modèle sur votre territoire. Très bien, merci. Je pense que ça sera une bonne idée, tout le monde. Alors, merci beaucoup à tous. Ce fut un plaisir de vous rejoindre tous aujourd'hui et d'apprendre du Denis au sujet de PRP. La prochaine conférence aura lieu demain, le 27 mars, à 4h30. Le titre de la conférence est « Interroger les liens entre dynamique territoriale et apprentissage », l'exemple de l'équipe d'ITEP du pôle pilote empirique. Les conférenciers sont Ariane Richard-Bossé, Renaud Cornon et Christine Félix d'Aix-Marseille Université. Alors, merci beaucoup à tous et merci Denis. Merci tout le monde. Au revoir, à bientôt. Au revoir.